Moi moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire du tri dans ma palle. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, enfin pas précédente mais ma vidéo d'il y a genre un gros mois, j'ai fait une vidéo sur les reliques de ma palle. Et j'avais dit, ce serait bien peut-être que je lise le premier chapitre de chaque relique. Comme ça en fait je fais un tri et en fait je mets à vendre ceux qui ne m'intéressent pas. Et donc c'est la partie 1 de ce tri parce qu'on va pas lire 14 premiers chapitres d'un coup, ça va être trop, ça sert à rien. Donc je vais commencer par 4 livres et on a Le dernier jour de nos pères de Joël Dicker, The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, PS Tu me manques de Brigitte Kemmerer et En équilibre de Morgane Moncombe. Donc vraiment plein de trucs qui n'ont rien à voir. Le but là c'est vraiment les premiers chapitres qui ne me tentent pas, où je me dis oh j'ai pas envie de continuer, j'ai pas envie d'en savoir plus, je les jarte et je les vends sur mon Vinted. Je vous mettrai le lien en barre d'infos d'ailleurs, hein. Je vends quand même souvent des livres, même des livres que j'apprécie parce que j'évite de garder trop de livres par manque de place. J'ai déjà 2 bibliothèques plus 2 petites là. Et en ça j'avais fait un gros tri, donc mes bibliothèques commencent à se vider un peu, mais c'est pas plus mal parce que je garde vraiment et surtout que là j'ai envie d'acheter du coup la saga Chattermy en physique, en collector. Donc il va falloir trouver une place pour ces petites pépites. Alors, on va commencer par les derniers jours de nos pères. Enfin, je vais faire vraiment dans l'ordre que j'ai mis là, quoi. Donc, on finira avec Morgane Moncombe. Bonjour Cubi. Alors, donc on se souvient, ça parle de l'armée britannique. C'est avec un truc de service secret de Winston Churchill, pardon. C'est le Special Operation Executive, donc le SOE. C'est apparemment sur une histoire vraie, enfin une histoire vraie en tout cas inspirée d'un truc vrai puisque ce truc a vraiment existé. Et c'est par rapport à la guerre puisque ça passe à Londres en 1940. Mon père l'a lu et il a vraiment bien aimé. Et c'est vrai que de base j'aime beaucoup Joël Dicker, donc on verra. Mais je vois déjà que c'est en partie parce qu'il y a cette première partie. Bon, combien de pages fait ce chapitre? Vous voyez, les chapitres, ils commencent random à des pages comme ça. Mais bon, du coup, ça fait que 2 pages. Donc, c'est parti, je lis le premier chapitre. Je vais vous faire la lecture. Je sais que peut-être ça va vous embêter, mais je vais vous faire la lecture parce que, genre, peut-être, est-ce que vous allez vous dire, putain, moi, ça me tente, elle le jarte. Vous pourrez aller l'acheter, il n'y a pas de souci. Que tous les pères du monde, sur le point de nous quitter, sachent combien sans eux notre péril sera grand. Ils nous ont appris à marcher, nous ne marcherons plus. Ils nous ont appris à parler, nous ne parlerons plus. Ils nous ont appris à vivre, nous ne vivrons plus. Ils nous ont appris à devenir des hommes, mais nous ne serons même plus des hommes, nous ne serons plus rien. Assis dans l'aube, il fumait, contemplant le ciel noir qui dansait sur l'Angleterre. Et Pâle récitait sa poésie, caché dans la nuit, il se souvenait de son père. Sur la butte où il se trouvait, les mégots rougeoyaient dans l'obscurité. Ils avaient pris l'habitude de venir fumer aux premières heures du matin. Ils fumaient pour se tenir compagnie, ils fumaient pour ne pas dépérir, ils fumaient pour ne pas oublier qu'ils étaient des hommes. Gros, l'obèse, fouinait dans les buissons à la manière d'un chien vagabond jappant en levant les mulots dans les herbes trempées, et Pâle se fâchait contre le faux chien. « Arrête, Gros, aujourd'hui il faut être triste. » Gros s'interrompit après 3 réprimandes, et boudeur comme un enfant, il tournoya autour du demi-cercle que formait la dizaine de silhouettes pour aller s'asseoir du côté des taciturnes, entre Grenouille le dépressif et Prunier le bègue malheureux, qui aimait les mots en secret. « À quoi tu penses, Pâle » demanda Gros. « Je pense à des choses. »« Pense pas à des choses mauvaises, pense à des choses belles. » Et de sa main grasse et potelée, Gros chercha l'épaule de son camarade. Depuis le perron du vieux manoir qui se dressait face à eux, on les appela. Les entraînements allaient commencer. Tous se hâtèrent aussitôt. Pâle resta encore assis un moment à écouter le murmure de la brume. Il repensait à son départ de Paris. Il y pensait sans cesse, tous les soirs et tous les matins. Surtout les matins. Il y avait aujourd'hui exactement 2 mois qu'il était parti. Cela s'était passé début septembre, juste avant l'automne. Il n'avait pas pu ne rien faire. Il fallait défendre les hommes, défendre les pères, défendre son père, qu'il avait pourtant juré de ne jamais délaisser depuis ce jour quelques années plus tôt, où le destin avait emporté sa mère. Le bon fils et le veuf solitaire. Mais la guerre les avait rattrapés, et en faisant le choix des armes, Pâle faisait le choix d'abandonner son père. Il avait su son départ en août déjà, mais il avait été incapable de le lui annoncer. Lâche, il n'avait trouvé le courage des adieux qu'à la veille de partir après le repas du soir. « Pourquoi toi » s'était étouffé le père. « Parce que si ce n'est pas moi, ce ne sera personne. » Le visage plein d'amour et de douleur, il avait enlacé son fils pour lui donner son courage. « Je suis déjà émue !» Toute la nuit durant, terré dans sa chambre, le père avait pleuré. Il pleurait de tristesse, mais il trouvait que son fils de 22 ans était le plus courageux des enfants. Pâle était resté devant sa porte, à écouter les sanglots. Et il s'était soudain tant haï de faire pleurer son père,
qu'il s'était entaillé le torse de la pointe de son canif jusqu'à saigner. Dans un miroir, il avait regardé son corps meurtri. Il s'était insulté et il avait creusé encore la chair à l'endroit de son cœur pour s'assurer que la cicatrice ne disparaîtrait jamais. Le lendemain à l'aube, son père déambulant dans l'appartement en robe de chambre, l'âme déchirée, lui avait fait du café fort. Pal s'était assis à la table de la cuisine, chaussé, chapeauté, et il avait bu le café, lentement pour retarder le départ. Le meilleur café qu'il boirait jamais. « As-tu pris de bons vêtements » avait demandé le père en désignant le sac que son fils s'apprêtait à emporter. « Oui. »« Laisse-moi vérifier. Il te faut des habits bien chauds, l'hiver va être froid. » Et le père avait ajouté dans le bagage quelques vêtements, du saucisson et du fromage, et un peu d'argent. Puis il avait vidé et rempli le sac à 3 reprises. « Je vais le refaire mieux, répétait-il à chaque fois, essayant de repousser l'inexorable destin. Et lorsqu'il n'y avait plus rien eu qu'il puisse faire, il s'était laissé envahir par l'angoisse et le désespoir. « Que vais-je devenir » avait-il demandé. « Je reviendrai vite. J'aurais si peur pour toi. Il ne faut pas. J'aurais peur tous les jours. » Oui, tant que son fils ne reviendrait pas, il ne mangerait plus ni ne dormirait. Il serait désormais le plus malheureux des hommes. « Tu m'écriras ?»« Bien sûr, papa. Et moi, je t'attendrai toujours. » Il avait serré son fils contre lui. « Il faudra continuer à t'instruire, avait-il ajouté. L'instruction, c'est important. Si les hommes étaient moins sots, il n'y aurait pas de guerre. » Bah oui, c'est pas faux. Pal avait hoché la tête. Si les hommes étaient moins sots, nous n'en serions pas là. Oui, papa. Je t'ai mis des livres, je sais. Les livres, c'est important. Le père avait alors attrapé son fils par les épaules, furieusement dans un élan de rage désespéré. Promets-moi de ne pas mourir. Je te le promets. Pal avait pris son sac et il avait embrassé son père. Une dernière fois. Et sur le palier, le père l'avait retenu encore. Attends, tu oublies la clé. Comment reviendras-tu si tu n'as pas la clé? Pal n'en voulait pas. Ceux qui ne reviendront plus n'emportent pas de clé. Pour ne pas peiner son père, il avait simplement murmuré. Je ne voudrais pas risquer de la perdre. Le père tremblait. Bien sûr, ce serait embêtant. Comment reviendrais-tu? Alors regarde, je la range sous le paillasson. Regarde comme je la range bien sous le paillasson. Là, tu vois? Je laisserai toujours cette clé ici pour quand tu reviendras. Il réfléchit un instant. Mais si quelqu'un l'emporte... Je vais prévenir la concierge. Elle en possède un double. Je lui dirai que tu es partie, qu'elle ne doit pas quitter sa loge si je ne suis pas là, de même que je ne dois pas partir si elle n'est pas dans sa loge. Oui, je lui dirai de bien veiller et que je doublerai les étrennes. Ne dis rien à la concierge. Ne rien dire, bien sûr. Alors je ne fermerai plus la porte à clé ni le jour, ni la nuit, ni jamais. Ainsi, il n'y aura pas de risque que tu ne puisses pas revenir. Il y avait eu un long silence. Au revoir, mon fils, avait dit le père. Au revoir, papa, avait dit le fils. Pal avait encore soufflé. Je t'aime, papa. Mais son père ne l'avait pas entendu. C'est beau! J'adore l'écriture de Joël Dicker! C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai pas envie de m'en séparer. Est-ce que les 4 premiers que je vais lire, ça va être 4 que je veux garder? Ah, ça craint. Bah, je le garde. Voilà, je le garde, j'ai kiffé, j'ai envie de lire le 2e chapitre. Bon, tout autre registre du coup. On passe à The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ah, c'est en anglais! Je vais pas vous faire la lecture en anglais, ça va être chiant ça. Je vais le lire dans ma tête parce que je vais pas vous faire la lecture en anglais. Hein. Je pense que je vais pas vous faire subir ça. Je vais lire dans ma tête et je vais vous mettre seulement les extraits genre quand je réagis à quelque chose. Attendez. Evelyn Hugo, elle est de parents cubains. Pourquoi est-ce que les gens veulent Jessica Chastain pour la faire au cinéma alors? Elle est blanche comme mon cul. Elle est censée être cubaine. Et what the fuck? Ok. Mais les gars, j'ai envie de lire. Ah putain, ça commence mal. J'ai envie de lire la suite. Je suis déjà à fond dedans. Là, j'étais dans ma lecture. Genre, ça voulait dire là, j'étais prête à continuer. Parce qu'évidemment que j'ai envie de savoir pourquoi Evelyn Hugo, elle veut que ce soit Monique qui l'interviewe. Parce qu'elle a des choses à dire. Ah putain. J'ai envie de lire. Bon, allez. Il faudrait que j'en jarte au moins un. Enfin bon, non, c'est pas grave si je les jarte pas, mais juste, c'est le but de la vidéo, quoi. Alors, maintenant, on passe à PS Tu me manques de Brigitte Kemmerer. Donc là, on est sur du young adulte. Il y a une photo que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Une petite fille en robe à fleurs hurle dans la nuit. Le sang est partout. Sur ses joues, sur sa robe, et il y a même des gouttelettes par terre. Un fusil est pointé vers le chemin en terre battue derrière elle. On ne voit pas l'homme qui le tient, mais on aperçoit ses chaussures. Tu m'as montré ce cliché il y a des années. Tu étais en train de me parler du photographe qui l'a pris. Je ne me souviens que du cri des fleurs, du sang et du fusil. Les parents de la petite fille s'étaient trompés de route, je crois. C'était dans une zone de combat, je suppose. En Irak? Il me semble bien que oui. Ça remonte à un bout de temps. J'ai oublié les détails. Ils se sont trompés de route et des soldats paniqués ont fait feu sur la voiture. Les parents ont été tués sur le coup. La petite fille a eu de la chance. Ou de la malchance.
Je ne sais pas. On voit d'abord l'horreur, tant elle est gravée sur les traits de la fillette, et puis on remarque les détails, le sang, les fleurs, le fusil, les chaussures. Certaines de tes photos produisent un effet aussi fort, je devrais plutôt penser à ton travail. C'est bizarre de m'étendre sur le talon d'un autre alors que je suis assise sur ta tombe. Je ne peux pas m'en empêcher. On le lit sur son visage. Son monde vient d'être détruit et elle le sait. Sa mère est morte et elle le sait. Cette photographie est un supplice. Chaque fois que je la regarde, je me dis, je comprends parfaitement ce qu'elle ressent. Il faut que je repose cette lettre. Je n'ai ramassé l'enveloppe que parce qu'on est censé collecter tous les objets personnels sur les pierres tombales avant de tondre. En général, je prends mon temps. 8 heures, c'est long, surtout quand on bosse gratos. Mes doigts sales ont laissé des traces de cambouis sur les bordures du papier. Je devrais tout jeter avant que quelqu'un se rende compte que j'y ai touché. Pourtant, mes yeux sont aimantés par les traits de stylo sur la page. L'écriture est soignée, régulière, sans être parfaite. Je ne comprends pas tout de suite ce qui retient à ce point mon attention, jusqu'à ce que soudain tout s'éclaire. La main qui tenait le stylo tremblait. Une main de fille, c'est sûr. Ça se voit à la forme ronde des lettres. Je jette un coup d'œil à la pierre tombale. Récente, les mots gravés dans les granits brillants sont bien nets. Zoé Rebecca Thorne, épouse et mère bien-aimée. La date du décès me frappe de plein fouet. Le 25 mai de cette année, le jour précis où j'ai sifflé une bouteille entière de whisky et planté le pick-up de mon père dans un immeuble de bureau vide. C'est marrant que cette date soit gravée au fer rouge dans mon esprit et dans celui de quelqu'un d'autre pour une raison radicalement différente. Thorne. Le nom m'est familier sans que j'arrive à le resituer. Cette femme est morte il y a quelques mois seulement, à 45 ans. Peut-être qu'ils en ont parlé aux infos, même si je parie que mon histoire a beaucoup plus intéressé les journalistes. Hé Murph, qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? Sous l'effet de la surprise, je lâche la lettre. Melon, mon tuteur, se dresse au sommet de la butte. Il s'éponge le front avec un mouchoir imbibé de transpiration. Il ne s'appelle pas plus Melon que moi Murph. Enfin, puisqu'il se permet de prendre la liberté de déformer mon nom de famille Murphy, je ne vois pas pourquoi je n'en ferai pas autant avec Melendez. La seule différence, c'est que moi je n'utilise pas ce surnom devant lui. Désolé, je lui lance. Je ramasse la lettre. Je croyais que tu devais te charger de tondre cette partie du cimetière. Je vais le faire. Parce que sinon, il faudra que je m'en charge et j'ai envie de rentrer chez moi, mon grand. Il a toujours envie de rentrer chez lui. Il a une petite fille de 3 ans. Elle est obsédée par les princesses Disney. Elle connaît déjà toutes les lettres de l'alphabet et elle sait compter jusqu'à 10. Pour son anniversaire, la semaine dernière, ses parents ont invité 15 gosses de maternelle et la femme de Melon a préparé un gâteau. Comme si j'en avais quelque chose à battre. Mais ce type est un vrai moulin à paroles, impossible de le faire taire. C'est pas pour rien que j'ai demandé à me charger seule de cette section. Je sais, je m'en occupe. Sinon, je ne te signe pas ta feuille de présence pour aujourd'hui. Je suis à 2 doigts de péter un câble. Sauf que ça ferait sans doute l'objet d'un rapport à la juge, déjà qu'elle peut pas me saquer. J'ai dit que je m'en occupais. Il balaie l'air d'un geste dédaigneux et me tourne le dos pour redescendre de l'autre côté de la butte. Il est convaincu que je vais l'entuber. Peut-être que le type qui était là avant l'a fait, j'en sais rien. Quelques minutes plus tard, j'entends sa tondeuse redémarrer. Je devrais finir de ramasser les objets personnels sur les tombes pour pouvoir grimper sur la mienne. Pourtant, quelque chose me retient. Le soleil de septembre déverse des torrents de chaleur sur le cimetière et je dois écarter des mèches de cheveux humides de mon front. On se croirait dans le sud profond et pas sur la côte est du pays. Plus exactement dans le Maryland, à Annapolis. Le bandana de melon a beau être un peu ridicule, je lui piquerai bien. Purée, j'ai vraiment horreur de tout ça. Je devrais m'estimer heureux d'avoir écopé de travaux d'intérêt général, je sais, merci. J'ai 17 ans et pendant un temps, j'ai bien cru qu'ils allaient me juger comme un adulte. Enfin bon, j'ai tué personne non plus, juste causé des dégâts matériels. Et entretenir la pelouse d'un cimetière ne ressemble pas exactement à une condamnation à mort, même si elle me cerne quand je suis ici. N'empêche, cette situation me rend malade. Je prétends que je me fous de ce que les gens pensent de moi, mais c'est faux. Et vous n'emmèneriez pas plus large que moi si tout le monde vous assimilait à une bombe à retardement. Ah! Il brise le 4e mur. C'est pas ce que je préfère dans la littérature. Genre, j'aime bien ça dans les séries, films et tout, mais dans la littérature, je suis pas fan. Les cours ont repris depuis quelques semaines seulement, et je parie que la moitié de mes profs comptent déjà les jours convaincus que je vais débarquer avec un fusil d'assaut pour arroser tout le monde. J'imagine d'ici mon portrait dans l'annuaire des élèves de cette année. Declan Murphy, le type qui a toutes les chances de devenir un criminel. Ça me ferait marrer si ce n'était pas aussi déprimant. Je relis la lettre. La douleur irradie de chaque mot. Le genre de douleur qui vous pousse à écrire à quelqu'un qui ne vous lira jamais. Le genre de douleur qui vous coupe du monde. Le genre de douleur qu'on est persuadé d'être le seul à ressentir. Le seul de toute l'histoire de l'humanité. Mes yeux s'attardent sur les dernières lignes. On le lit sur son visage. Son monde vient d'être détruit et elle le sait. Sa mère est morte et elle le sait. Cette photographie est un supplice. Chaque fois que je la regarde, je me dis je comprends parfaitement ce qu'elle ressent. Sans réfléchir, je sors un vieux crayon de ma poche et sous l'écriture tremblée de la fille, j'ajoute 2 mots. Moi aussi. Ça commence mal, hein, ce tri. J'ai envie de le lire. En plus, c'est un sujet qui me parle parce que moi, j'écris beaucoup. Je ne dis pas aux gens ce que je ressens. Genre, j'aime pas trop ça. Donc, j'écris. Et écrire une lettre pour mettre sur une tombe, je fais.
J'ai fait beaucoup, là ça fait très longtemps que j'ai plus fait, mais genre c'est très moi, ça me ressemble très fort, donc ça me parle, je suis émue, je suis super émue, donc ouais, là j'ai très envie de le lire du coup, ça va me faire chialer, parce que là j'ai déjà envie de chialer. Mais donc si j'ai envie de chialer au premier chapitre, évidemment que je dois le lire quoi. Bon, ben on arrive au dernier, le dernier pour cette partie, et c'est En équilibre de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Noué. On verra, franchement, si ça tombe, je vais garder les 4, et si ça tombe la fois prochaine, ce sera 4 que je déteste. Je vais vous faire la lecture de celui-ci, et puis... Ah ben c'est un prologue. J'ai 11 ans la première fois que je rencontre Nana. Mon premier cirque en tant qu'acrobate junior. La tente du chapiteau s'élève haut dans le ciel, d'un bleu profond recouvert d'étoiles auxquelles volaient des vœux inespérés. La lumière tamisée ne permet pas d'y distinguer le public au-delà de l'arène, mais ses hoquets d'ébahissement indiquent bel et bien sa présence. Et pour cause, c'est moi qui le regarde. Je fais tourner le cerceau autour de moi tel un lasso lumineux, concentré. Une fois, 2 fois, chaque fois avec plus de force. Puis soudain je m'élance dans les airs, une jambe pliée, la tête renversée en arrière, tel un ange montant aux cieux. Tout mon corps est tendu, gainé. La douce musique qui l'accompagne rythme chacun de mes mouvements, chacun de mes battements de cœur, bruyant dans le creux de mes oreilles. Mes jambes nues et irisées par les paillettes glissent comme de la soie sur l'acier. Ma sœur jumelle s'élance à son tour, montant sur le cerceau à mes côtés. Amélia est mon portrait tout craché. De ses longs cheveux châtains à ses yeux noisettes, mon cœur s'accélère tandis que je laisse ma tête dodelinée vers le bas, retenue à la vie seulement par mes cuisses. J'ouvre grand les bras, libre et fière, et la foule des spectateurs aux mines transportées applaudit. Ils m'applaudissent moi, Lara Bailey. Amélia tend le bras vers moi pour que nous effectuions la première pause à 2. J'ai déjà fait cela des milliers de fois en répétition. Je suis prête, mais ce soir-là, quelque chose change. Nana apparaît pour la première fois. Je ne la vois pas. Ce n'est qu'une voix quasi inaudible. C'est seulement plus tard que je l'appellerai Nana, en référence au doudou que j'aimais tant bébé. Oula, ça me semble dangereux tout ça. Tu es sûre de ce que tu fais dit-elle. Je ne comprends pas tout de suite ce qui se passe. Mes mains tremblent. Mon cœur bat la chamade. Une goutte de sueur dégouline le long de ma tempe gauche. Je jette un coup d'œil au vide, en dessous de nous, et soudain je suis effrayée. Il y a un filet de protection au cas où, mais ça ne change rien. Plus la peur s'empare de moi, plus la voix devient bruyante. Tu vas tomber, on va tomber, tu vas nous faire mourir, idiote. J'ai un filet de sécurité, tout va bien se passer. Je ne vais pas tomber, et quand bien même si cela arrive, je n'en mourrai pas. Pas vrai? Regarde, tante Bertha, tout allait bien, puis du jour au lendemain, quick. Mieux ne vaut ne pas tenter le diable. Tout mon corps se raidit au souvenir de ma tante décédée. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis complètement folle, et si je tombais devant tout le monde et passais entre les filets? Ou pire, si tu faisais tomber Amélia à ta place. Quoi? Non, 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 non. Si j'étais toi, je compterais jusqu'à 60 en sautant les chiffres impairs, on sait jamais. Hein? À quoi ça va me servir de faire ça? Tout le monde me regarde, je dois bouger et faire quelque chose. Fais-moi confiance. Je panique. Qu'est-ce qui se passe au juste? Comme d'habitude, ma sœur lit dans mes pensées et me rassure d'un sourire, attendant mon prochain mouvement. Je ne suis pas certaine de pouvoir le faire. Devrais-je vraiment compter jusqu'à 60? L'envie me démange nerveusement. Mon cœur fait trop de bruit dans mes oreilles. J'arrive à peine à respirer. Je panique. J'ai besoin d'air. Lara, chuchote Amélia, regarde-moi. J'obéis, puis elle m'accorde un regard que je comprends tout de suite. Tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Ensemble. Pfff, connerie. Fais ce que je t'ai dit, c'est mieux. Je tente de faire taire la voix dans mes oreilles, angoissée. Alors je tends la main à Amélia, déterminée, et la voix se tait comme par magie. Nous effectuons notre numéro sans aucun accroc. Quand mes pieds touchent à nouveau le sol, je manque de dégobiller mon angoisse sur le sable. Je l'ai fait. J'ai été phénoménale. Je ne suis pas tombée, et tout cela grâce à Amélia. Ce soir-là, je choisis de lui faire confiance. Je choisis de croire qu'à ses côtés, je suis capable de tout. Tant qu'elle est là, tout se passera bien, parce qu'elle est la meilleure moitié de moi. Et moi alors? Moi aussi, je suis là. Moi aussi, je suis une partie de toi. Alors, amie? Je rejoins les coulisses sortant du Big Top pour rejoindre le chapiteau des loges. Amélia saute de joie, heureuse de notre réussite, tandis que les enfants jongleurs prennent le relais sur la piste. Je tente d'ignorer la voix dans ma tête, mais elle persiste. Allô, t'es là? Rien ne sert de m'éviter, tu sais, je suis toi. Je ne suis pas sûre de... Allez, c'est grâce à moi que tu t'en es sorti ce soir. Tu crois que je t'ai pas entendu compter comme je te l'avais conseillé? Je rougis fortement, les mains tremblantes. Elle a raison. J'ai bel et bien compté. Juste une fois au cas où, ce n'est rien de grave, ça n'entache pas la confiance que j'ai en Amélia. Le monde extérieur est dangereux pour une petite fille comme toi. Si l'on devient amie, je te protégerai. Je déglutis, soudain mal à l'aise dans mon juste corps rouge. Après tout, je ne risque rien ainsi. Au contraire. Bon, d'accord. Super, tu verras, tout va bien se passer. Tant que tu fais tout ce que je te dis de faire, tout ira bien. Tout ira bien. Ok. Je suis un peu plus sceptique du coup sur celui-là. Parce que, tout simplement...
Donc ça parle d'angoisse, hein, d'anxiété, si je comprends bien. C'est pas l'anxiété que moi je connais. Moi, moi je vais beaucoup d'anxiété et pas mal de crises d'angoisse. C'est pas du tout comme ça que ça se présente. Je n'entends pas, j'ai pas, c'est pas une entité chez moi, c'est une réaction physique. Je vous avoue que étonnamment, j'ai l'impression que celui-là, j'ai pas envie de le lire. Je pense que déjà ça va plus m'angoisser qu'autre chose de lire sur l'anxiété et l'angoisse. Peut-être que des gens angoissés, ça aide à lire sur le sujet. Moi, c'est tout le contraire en fait. Moi, quand j'ai conscience de choses, c'est pire. C'est-à-dire que en fait, avant, j'avais pas conscience que ce que je ressentais, c'était de l'anxiété et du coup, j'arrivais vraiment à vivre sans être angoissée. À partir du moment où on a mis un mot sur ça, et donc c'est l'anxiété, depuis qu'on a mis ce mot, je fais des crises d'angoisse, je me sens pas bien, je fais des malaises vagos, je fais des petits malaises. Enfin voilà, donc moi ça me. Enfin moi c'est non. Genre, il faut pas que je lise sur ce genre de choses parce que ça m'angoisse encore plus. Parce que je vais y penser. Ça va me. Donc, ben voilà, malheureusement, en équilibre de Morgane Moncombe, je vais l'abandonner et le mettre en vente sur mon Vinted. Il est neuf, hein, vraiment, il est en état neuf. Bon, celui-là n'est pas dédicacé, non. Mais franchement, je pense que c'est bien. Je trouve que l'écriture est vraiment pas mal et tout. On n'est pas sur quelque chose de trop enfantin, même le fait que ça soit du young adulte, bah finalement c'est quand même très bien écrit, je trouve. Donc voilà, finalement ce tri a quand même été utile puisque j'ai retiré un livre de ma pile à lire et donc c'est le livre de Morgane Moncomble, mais les autres me tentent effectivement absolument. Je crois que celui qui me tente le plus c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo, ensuite PS Tu me manques et ensuite les derniers jours de nos pères. On se retrouve pour une autre vidéo, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas. Suivez-moi sur Instagram pour avoir un peu les updates à ce niveau-là. Mais on se retrouve pour 4 prochains livres très bientôt, puisqu'en tout il y en a 14. Donc bon, le dernier il y aura peut-être 6 livres, ou peut-être je vais en faire 5, enfin bref. Donc là on est déjà plus qu'à 13 livres, 13 reliques, donc c'est déjà pas mal. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais des très gros bisous. Ciao.